Quand j'ai trouvé le téléphone de ma belle-fille, en train de sonner ce matin d'automne, je n'aurais jamais pu imaginer que ce petit appareil contenait le secret qui allait détruire toute ma famille. Tremblante, j'ai regardé l'écran illuminé et j'ai vu la photo de mon mari, mort depuis plus de 5 ans, souriant à côté d'un message qui disait « Jeudi, même heure, j'ai hâte de te revoir ». C'est comme si le monde s'était arrêté de tourner et que l'air dans mes poumons s'était glacé. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Ce mardi matin avait commencé comme tous les autres. L'automne en Auvergne peignait les montagnes de couleurs dorées et rougeâtres, et la brise fraîche annonçait que l'hiver frapperait bientôt à notre porte. Chloé, ma belle-fille, était venue prendre le petit déjeuner avec moi, comme elle le faisait tous les mardis depuis la mort de Robert. Une tradition qu'elle maintenait religieusement, ce que j'avais toujours interprété comme un geste de compassion, une façon de ne pas me laisser seule dans cette grande ferme familiale, trop vaste pour une veuve de 68 ans. « Je vais vite au marché, Solange », dit-elle après le café en prenant son sac. « J'ai besoin d'acheter quelques petites choses pour le dîner de ce soir. Tu veux que je te ramène quelque chose ?» J'ai secoué la tête, la remerciant pour sa gentillesse, comme toujours. Chloé était trop parfaite. Des cheveux toujours bien coiffés, un maquillage impeccable même pour un simple petit déjeuner, des vêtements qui semblaient sortis d'un magazine. Mon fils Thomas avait tellement de chance, pensais-je toujours. Ou du moins, c'est ce que je croyais. 15 minutes après son départ, j'ai entendu un son, un bourdonnement insistant qui venait du buffet près de la porte d'entrée. Son portable était resté là. Ce n'étaient pas mes affaires, bien sûr. Je n'ai jamais été du genre à me mêler de la vie des autres, encore moins de la vie privée de quelqu'un. Mais le téléphone a sonné de nouveau, plus insistamment. Chloé doit attendre un appel important, pensais-je en me dirigeant vers le buffet pour vérifier. C'est alors que je l'ai vu, le visage de Robert illuminant l'écran. Mon mari, mort depuis plus de 5 ans, là, vivant sur l'écran du portable de ma belle-fille. Et ce n'était pas une vieille photo prise de son vivant. C'était Robert, avec une chemise bleue que je n'avais jamais vue, dans un endroit que je ne reconnaissais pas. Mes mains tremblaient quand j'ai pris le téléphone. Le message disait « Jeudi, même heure, j'ai hâte de te revoir ». Le monde autour de moi a commencé à tourner. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines, tandis que mon cerveau luttait pour comprendre ce que je voyais. Comment pouvait-il y avoir une photo récente de mon mari décédé? Comment pouvait-il envoyer des messages à Chloé? Était-ce une sorte de mauvaise blague? Je ne devrais pas le faire. Je savais que je ne devrais pas. Le respect a toujours été un pilier de ma vie, mais quelque chose de plus fort m'a poussé. J'ai déverrouillé le téléphone. Chloé utilisait toujours la date de naissance de mon petit-fils comme mot de passe, une chose que j'avais observée d'innombrables fois. L'application de messagerie s'est ouverte, révélant une longue série de conversations avec quelqu'un identifié uniquement par un R. J'ai commencé à faire défiler l'écran, les mains tremblantes, le cœur martelant dans ma poitrine comme s'il voulait s'échapper. « Merci pour hier. Tu es incroyable. Ton contact me manque. » Thomas se méfie. Nous devons être plus prudents. La vieille ne se doute de rien. Elle n'a jamais été très maligne. La vieille, il parlait de moi. J'ai continué à remonter vers des messages plus anciens. 2 ans de conversation, 3, 4, 5. Les premiers messages dataient de 6 mois avant la mort de Robert. Mon mari et ma belle-fille. L'homme que j'ai aimé pendant 4 décennies et la femme que mon fils adorait. La réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ils avaient une liaison. Robert et Chloé avaient une liaison. Mais ça n'avait aucun sens. Robert était mort. Alors qui envoyait ces messages à Chloé? Qui utilisait la photo de mon mari? J'ai fait défiler encore plus haut, cherchant des réponses, et j'ai trouvé des photos, des dizaines. Robert et Chloé ensemble, enlacés, souriant à l'appareil. Sur certaines, je reconnaissais le décor. C'était notre vieille grange, celle que Robert prétendait avoir vendue des années avant sa mort. Sur d'autres, ils étaient dans un chalet que je n'avais jamais vu. Les dates des photos m'ont coupé le souffle. La plus récente datait d'à peine une semaine. Un sentiment de nausée m'a envahi. Ce n'était pas possible, à moins que... C'est alors que j'ai entendu le bruit d'une voiture dans l'allée. Chloé était de retour. J'ai rapidement replacé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé, et je suis retourné dans la cuisine. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'elle pourrait l'entendre. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de maîtriser mon visage, mes mains, ma respiration. Je ne pouvais pas la laisser voir que je savais, pas avant de comprendre ce qui se passait. La porte s'est ouverte.
Solange, je crois que j'ai oublié mon portable ici, appela-t-elle de sa voix parfaitement éduquée. Il est sur le buffet, répondis-je, étonné du calme de ma propre voix. Alors que j'entendais ses pas s'approcher de la cuisine, j'essayais de démêler le tourbillon de mes pensées. Mon mari a eu une liaison avec ma belle-fille, mais il était mort. Alors qui se faisait passer pour lui? Qui utilisait sa photo? Et pourquoi Chloé continuait-elle à répondre comme si c'était vraiment lui? Ah, il est là, dit-elle, apparaissant à la porte de la cuisine, le téléphone à la main, affichant ce sourire parfait qui ressemblait maintenant à un masque grotesque. Ce serait une catastrophe de m'en passer aujourd'hui. J'ai observé son visage, cherchant des signes de nervosité, de culpabilité, de tout ce qui pourrait trahir le secret que je connaissais maintenant. Mais il n'y avait rien. Chloé était une actrice parfaite. « Tu es sûr que tu n'as besoin de rien du marché ?» demanda-t-elle en rangeant le portable dans son sac. « J'en suis sûr, » répondis-je en essayant de sourire. « Fais attention sur la route. » 20. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, je me suis effondré sur une chaise de la cuisine. Le monde que je connaissais venait de s'écrouler. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé toute une vie, m'avait trahi avec ma propre belle-fille. Et maintenant, des années après sa mort, quelqu'un continuait ce jeu malsain. Je devais découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je devais savoir qui était derrière tout ça. Pour moi, pour Thomas, pour notre famille. Mais par où commencer? Vers qui me tourner? Qui croirait une vieille veuve avec une histoire absurde de messages venant d'un mort? J'étais seul dans cette quête de la vérité. Mais une chose était sûre. Jeudi prochain, je découvrirais qui rencontrait Chloé, et alors je comprendrais enfin ce qui était arrivé à ma famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'image du visage de Robert sur l'écran du portable de Chloé me hantait chaque fois que je fermais les yeux. Comment n'avais-je rien remarqué pendant toutes ces années? Ils étaient sous mon nez tout ce temps, et moi, aveuglé par la confiance, je n'ai jamais rien soupçonné. Les jeudis, c'est quand Robert disait qu'il allait jouer au bowling avec ses amis, une activité qu'il avait commencée peu avant de tomber malade. « C'est bon pour moi, Solange », disait-il souvent. Le médecin m'a dit que je devais bouger plus pour mon cœur. Et moi, comme l'épouse dévouée que j'avais toujours été, je souriais simplement et lui souhaitais de bien s'amuser. Maintenant, tout avait un sens. Il n'y avait pas de bowling, il y avait Chloé, il y avait la trahison. Le lendemain matin, mon fils Thomas a appelé. Sa voix semblait fatiguée, comme toujours ces dernières années. Après la mort de Robert, il avait repris la gestion du domaine, une responsabilité qu'il n'avait jamais vraiment désirée. « Maman, je vais chercher quelques papiers dans le bureau de papa. As-tu besoin de quelque chose de Clermont-Ferrand ?» J'ai hésité un instant. Pouvais-je lui raconter ce que j'avais découvert? Non, ce serait trop précipité. J'avais besoin de preuves concrètes, pas seulement de messages sur un portable que j'avais regardé sans permission. Non, mon chéri, tout va bien. Quand j'ai raccroché, une idée m'est venue. Le bureau de Robert. S'il y avait d'autres preuves de cette affaire, elles seraient là. Il avait toujours été méthodique, il gardait tout, peu. Y avait-il quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre qui se faisait passer pour lui? Je suis descendu au rez-de-chaussée, où se trouvait le bureau. Thomas touchait rarement aux affaires personnelles de son père, préférant n'utiliser que le nécessaire pour gérer le domaine. Le reste était resté intact, comme un sanctuaire poussiéreux d'une vie qui n'existait plus. La clé du tiroir inférieur était toujours cachée derrière le tableau au mur. Robert avait toujours été prévisible dans ses cachettes. À l'intérieur du tiroir, j'ai trouvé ce à quoi je m'attendais. Des dossiers bien rangés, de vieux documents, quelques lettres. Rien d'incriminant à première vue. Mais ensuite, caché sous une pile de relevés bancaires, j'ai vu une petite boîte en bois que je n'avais jamais vue auparavant. Mon cœur s'est accéléré, tandis que je l'ouvrais avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait des photos. Pas les photos de famille qui décoraient notre maison, mais des images de Chloé et Robert ensemble, dans un chalet rustique avec vue sur un lac, enlacés, souriants, heureux d'une manière que je n'avais pas vue chez Robert depuis des années avant sa mort. Au dos de chaque photo, des dates écrites de sa main. La plus récente datait de 3 semaines avant sa mort. Au fond de la boîte, j'ai trouvé une enveloppe. À l'intérieur, un acte de propriété. Le chalet au bord du lac Pavin n'avait pas été vendu comme Robert me l'avait dit. Il l'avait gardé en secret, un nid pour ses rencontres avec Chloé. Je voulais crier, casser des choses, brûler ses photos, mais la douleur s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Je devais savoir qui continuait cette farce, qui se faisait passer pour mon mari décédé. J'ai tout remis en place, sauf une des photos que j'ai glissées dans ma poche. Une preuve pour moi-même,
pour ne pas douter de ce que j'avais découvert, si la douleur essayait de me convaincre que tout n'était qu'un terrible malentendu. Quand Thomas est arrivé quelques heures plus tard, j'ai réussi à garder mon sang-froid. Je l'ai observé pendant qu'il cherchait les documents dont il avait besoin, me demandant s'il savait, s'il était possible que mon propre fils soit au courant de la liaison de sa femme avec son père. Non, je ne pouvais pas le croire. Thomas avait toujours été honnête, intègre, comme Robert l'était, ou comme je le croyais. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» ai-je demandé quand il a eu fini. « Oui, juste quelques anciens actes de propriété. On pense vendre cette parcelle à l'extrémité nord. Tu sais, on ne l'utilise pas et l'offre est bonne. » J'ai hoché la tête, comme si les parcelles de terre et les affaires m'importaient à ce moment-là. « Maman, ça va? Tu as l'air ailleurs. » J'ai forcé un sourire. « Juste une mauvaise nuit. Tu sais comme c'est difficile pour moi à cette période de l'année. » C'était octobre, près de l'anniversaire de la mort de Robert. Thomas a hoché la tête, compréhensif. C'était si facile de mentir quand les gens avaient déjà une explication toute prête pour votre comportement. « Chloé te passe le bonjour, » dit-il en se préparant à partir. Elle est occupée avec un projet d'aménagement paysager pour la famille Martin. C'est pour ça qu'elle n'est pas beaucoup venue. Encore des mensonges. Elle ne venait pas parce qu'elle était occupée à rencontrer le fantôme de mon mari quelque part. Après le départ de Thomas, j'ai décidé que je ne pouvais pas attendre jusqu'à jeudi. Je devais aller au chalet maintenant, voir de mes propres yeux cet endroit qui avait été le théâtre de tant de trahisons. L'adresse était sur l'acte de propriété que j'avais trouvé, Lac Pavin. À environ 40 minutes en voiture d'ici, j'ai pris les clés de ma vieille Peugeot et je suis parti avant de perdre mon courage. La route vers le lac serpentait entre les pins et les montagnes, s'éloignant progressivement de la civilisation. Le genre d'endroit où les secrets peuvent prospérer sans témoin. Quand j'ai finalement trouvé l'entrée de la propriété, marquée seulement par une boîte aux lettres sans nom, j'avais l'estomac noué. Le chalet était exactement comme sur les photos, petit, rustique, avec une terrasse donnant sur le lac. On aurait dit une carte postale, le genre d'endroit où les couples amoureux viennent pour fuir le monde. Le genre d'endroit que mon mari avait choisi pour trahir tout ce que nous avions construit ensemble. Il n'y avait pas de voiture garée, apparemment personne n'était là. Je me suis approché lentement, prêt à inventer une excuse si quelqu'un apparaissait. J'ai monté les marches de la terrasse et j'ai regardé par les fenêtres. L'intérieur était impeccablement propre et rangé. Il ne semblait pas abandonné, mais il n'y avait pas non plus de signes évidents d'occupation récente. J'ai essayé la porte, verrouillée comme je m'y attendais. Je n'avais pas pris la clé du chalet, si tant est qu'elle se trouvait parmi les affaires de Robert. Un instant, j'ai envisagé de casser une fenêtre, mais cela trahirait ma présence. Je devais être plus maligne. J'ai fait le tour du chalet à la recherche d'une autre entrée et j'ai trouvé une fenêtre à l'arrière qui semblait moins sûre. Avec une petite pression, elle s'est ouverte. Je ne me reconnaissais pas à ce moment-là. Solange Dubois, 68 ans, s'introduisant dans une propriété comme une criminelle. Mais j'avais déjà franchi tellement de limites depuis que j'avais vu ce message sur le portable de Chloé qu'une de plus ne ferait pas de différence. L'intérieur du chalet était étonnamment accueillant. Un petit salon avec une cheminée, une cuisine modeste, une chambre avec un grand lit fait avec des draps qui semblaient trop chers pour un endroit comme celui-ci. Partout, des signes d'occupation récente. Une bouteille de vin à moitié vide dans la cuisine, des magazines récents sur la table basse, un manteau de femme jeté sur une chaise. Dans la chambre, j'ai ouvert l'armoire et j'ai trouvé des vêtements, masculins et féminins. Parmi eux, j'ai reconnu certains vêtements de Chloé, puis je me suis figé. Accrochées du côté masculin de l'armoire, se trouvaient des chemises que j'ai reconnues instantanément. Des chemises de Robert. Pas seulement similaires, mais exactement les mêmes qu'il portait, y compris une chemise à carreaux bleus que je lui avais moi-même achetée pour notre dernier Noël ensemble. Comment était-ce possible? J'étais certaine que tous les vêtements de Robert avaient été donnés après sa mort. J'avais moi-même tout trié, pleurant sur chaque pièce en les plaçant dans des cartons. Les mains tremblantes, j'ai touché le tissu familier. La sensation a réveillé des souvenirs. Robert portant cette chemise en coupant du bois. Robert souriant pendant que j'ajustais son col. Robert mentant, trahissant, détruisant notre vie ensemble. Quelque chose a attiré mon attention sur la table de chevet. Un cadre photo retourné. Je l'ai soulevé et j'ai senti mon sang se glacer. C'était une photographie récente, pas plus de quelques semaines, à en juger par le feuillage d'automne visible par la fenêtre en arrière-plan. Elle montrait Chloé, souriante, enlacée avec un homme. Un homme qui ressemblait de façon impossible à Robert.
plus âgé qu'au moment de sa mort, avec plus de rides autour des yeux, les cheveux plus grisonnants sur les tempes, mais indéniablement Robert. Ou quelqu'un qui pourrait être son jumeau identique. Mais Robert n'avait pas de frère. Il était fils unique, comme moi. Il n'y avait aucun parent proche qui pourrait être confondu avec lui. Alors qui était cet homme, et pourquoi se faisait-il passer pour mon mari? Le bruit d'une voiture approchant m'a tiré de ma transe. Quelqu'un arrivait. En panique, j'ai replacé la photo, exactement comme je l'avais trouvée, et j'ai couru vers le salon. Par la fenêtre, j'ai vu une voiture inconnue se garer. Un homme en est sorti, le dos tourné vers moi, portant des sacs de course. Je ne pouvais pas être vu ici. J'ai couru vers la fenêtre arrière par laquelle j'étais entré, et je suis sorti le plus silencieusement possible. J'ai contourné le chalet en me tenant accroupi, et j'ai réussi à atteindre ma voiture sans être remarqué. Le cœur battant à tout rompre, j'ai repris le chemin de terre jusqu'à une distance de sécurité. Je me suis arrêté sur le bas-côté, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine tenir le volant. Ce que j'avais vu défiait toute logique. Un homme qui ressemblait à Robert, portant les vêtements de Robert, vivant une vie secrète avec la femme de mon fils. Alors que j'essayais de reprendre mes esprits, une terrible possibilité a commencé à se former dans mon esprit. Et si Robert n'était pas vraiment mort? Et si toute sa mort avait été mise en scène? Mais non, je l'avais vu dans le cercueil. J'avais touché sa main froide. J'avais regardé son corps être descendu dans la tombe. À moins que ce ne soit pas lui. J'ai senti le monde tourner autour de moi, alors que la vérité commençait à prendre forme, une vérité plus terrible que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le lendemain matin est arrivé sans que j'aie dormi une seule minute. J'ai passé la nuit entière à repasser les 5 dernières années dans ma tête, examinant chaque détail, chaque souvenir des jours qui ont précédé la prétendue mort de Robert. Il était mort à la maison d'une crise cardiaque foudroyante. J'étais en ville pour faire des courses. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé effondré dans le bureau. C'est Chloé qui a appelé l'ambulance pendant que moi, en état de choc, je lui tenais la main froide. Chloé qui était passée par coïncidence pour déposer des documents que Thomas avait demandés. Chloé qui a géré toute la situation avec une efficacité presque clinique pendant que je m'effondrais. Je me suis souvenu des funérailles, du cercueil fermé. Il n'aimerait pas que les gens le voient comme ça, avait dit l'agent des pompes funèbres. À l'époque, cela semblait sensé. Maintenant, cela sonnait comme une partie d'une terrible conspiration. Une idée fixe a commencé à s'emparer de moi. Je devais voir la tombe de Robert. Je devais être sûr qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un réellement enterré là. Je me suis habillé machinalement et j'ai pris les clés de la voiture. Il était tôt, le soleil venait à peine de se lever et la route du cimetière était déserte. La rosée couvrait encore les pierres tombales lorsque je me suis garé et que j'ai marché jusqu'à l'endroit où mon mari était censé reposer. Robert Jean Dubois, 1950 à 2020. Époux, père et grand-père bien-aimés. Je suis resté là, à regarder le marbre froid, me sentant idiote. Qu'est-ce que j'espérais trouver? Une tombe vide? Un mot disant « Je t'ai bien eu » La vérité est que même si je le voulais, je ne pouvais pas simplement déterrer le cercueil pour vérifier son contenu. Sur le chemin du retour, j'ai décidé de faire un détour. Je me suis garé devant le commissariat du commissaire Durand, un homme que nous connaissions depuis des années. S'il y avait quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance dans cette ville, c'était lui. Durand m'a reçu dans son bureau en désordre, m'offrant un café dans une tasse qui avait désespérément besoin d'être lavée. « En quoi puis-je t'aider, Solange? Des problèmes avec le domaine ?» En réalité, c'est quelque chose d'un peu inhabituel. J'ai commencé sans savoir exactement comment expliquer, hypothétiquement parlant. Comment quelqu'un ferait-il pour, simuler sa propre mort? Durand a haussé les sourcils. C'est une question très spécifique pour être hypothétique. C'est juste de la curiosité. Je lis beaucoup de romans policiers ces derniers temps, ai-je menti, essayant de paraître désinvolte. Ce n'est pas aussi facile que dans les films, a-t-il répondu, en se penchant en arrière dans son fauteuil. Il faut un certificat de décès, ce qui nécessite un médecin corrompu ou trompé. Il faut un corps, ou une explication convaincante pour l'absence d'un corps. Et puis, il y a toute la question des papiers, de la sécurité sociale, de l'identité. Mais est-ce possible? Possible? Oui. Facile? Absolument pas. Il m'a étudié attentivement. Solange, tu es sûre que tout va bien? Oui, juste des recherches pour un club de lecture, ai-je répondu précipitamment en me levant. Merci pour ton temps, commissaire. En sortant du commissariat, je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne dangereuse,
Ce que j'allais faire me mettrait en danger, mais je ne voyais pas d'alternative. Je devais savoir la vérité. Au magasin de bricolage, j'ai acheté une petite caméra de sécurité sans fil, du type utilisé pour surveiller les maisons de vacances. Le vendeur m'a expliqué comment la configurer et la connecter à mon téléphone. Je n'étais pas exactement James Bond, mais cela servirait mon objectif. Dans l'après-midi, je suis retourné au chalet. La voiture que j'avais vue la veille n'était plus là. Agissant rapidement, je suis entré par la même fenêtre arrière et j'ai installé la caméra dans un endroit discret du salon où elle aurait une bonne vue de l'entrée et d'une partie de l'intérieur. La batterie durerait environ 48 heures, assez de temps pour découvrir qui viendrait jeudi. En sortant, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué lors de ma visite hâtive de la veille. Une petite boîte de médicaments dans l'armoire de la salle de bain. Des médicaments pour le cœur, prescrits à un certain Richard Simon. Un pseudonyme si proche de Robert Jean que cela semblait presque une provocation. Je suis rentré chez moi avec la certitude croissante que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de terrible. Mercredi, j'ai reçu un appel de Thomas. Lui et Chloé viendraient dîner le lendemain, jeudi. Un frisson m'a parcouru le dos. « Vers quelle heure pensez-vous venir ?» ai-je demandé en essayant de garder une voix neutre. « Vers 19 heures, si ça te va. » 19 heures. Ce qui signifiait que le rendez-vous secret de Chloé aurait lieu plus tôt. Et si l'homme qui ressemblait à Robert prévoyait de venir dîner aussi, serait-il aussi audacieux ou donnerait-elle simplement une excuse pour sortir plus tard? Bien sûr, je vais préparer quelque chose de spécial, ai-je répondu, l'esprit tourbillonnant de possibilités. J'ai passé cette nuit-là à vérifier compulsivement l'application de la caméra sur mon téléphone. Rien encore. Le chalet restait vide et silencieux. Jeudi matin, j'ai reçu une notification. Quelqu'un était entré dans le chalet. Les doigts tremblants, j'ai ouvert l'application et j'ai vu les images. C'était Chloé, portant une petite valise. Elle se déplaçait dans le chalet avec la familiarité de quelqu'un qui est chez soi, arrangeant des fleurs, allumant des bougies, préparant la scène pour une rencontre. Environ 1 heure plus tard, la porte s'est ouverte de nouveau. L'homme qui est entré a fait s'arrêter mon cœur. Grand, les cheveux grisonnants, une démarche que je reconnaîtrais n'importe où. Si ce n'était pas impossible, j'aurais juré que c'était Robert. Chloé a couru l'embrasser, l'embrassant profondément. Ils ont parlé pendant quelques minutes, mais l'audio de la caméra était trop faible pour capter leurs paroles. Puis, main dans la main, ils se sont dirigés vers la chambre, sortant du champ de la caméra. J'ai senti la nausée me monter à la gorge. Même après avoir vu les messages, les photos, une partie de moi espérait encore qu'il y avait une explication innocente. Maintenant, il n'y avait plus moyen de le nier. Mais qui était cet homme? Pourquoi ressemblait-il autant à Robert? Et quel était le rôle de Chloé dans tout ça? Je devais les confronter. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec ces doutes qui me consumaient de l'intérieur. J'ai pris ma voiture et j'ai conduit jusqu'au chalet, déterminé à découvrir enfin la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Quand je suis arrivé, j'ai vu la voiture de Chloé garée à côté d'une camionnette que je ne reconnaissais pas. Un instant, assise dans la voiture, j'ai envisagé d'appeler Thomas ou le commissaire Durand. Mais que dirais-je? Que je soupçonnais mon mari mort d'avoir une liaison avec ma belle-fille. On me trouverait complètement folle. Non, je devais affronter ça seul. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'au chalet. Je pouvais entendre une musique douce venant de l'intérieur. Frank Sinatra, la musique préférée de Robert. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il pourrait me déchirer la poitrine. Avec un dernier moment d'hésitation, j'ai frappé à la porte. La musique s'est arrêtée brusquement. Silence. Puis des pas s'approchant. La porte s'est ouverte et il était là. L'homme des photographies, l'homme qui ressemblait tellement à Robert que, pendant un instant hallucinant, j'ai cru que mon mari était revenu d'entre les morts. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué de petites différences. Une cicatrice sur le sourcil droit que Robert n'avait pas, des rides un peu plus profondes autour de la bouche, les cheveux d'un ton légèrement plus foncé que ceux de Robert. Son visage a pâli en me voyant. Ce n'était pas la réaction d'un étranger surpris par une visite inattendue. C'était le regard de quelqu'un qui a vu un fantôme. Son fantôme. « Solange », murmura-t-il. La voix, presque identique à celle de Robert, mais avec une intonation légèrement différente. Il connaissait mon nom. Avant que je puisse répondre, Chloé est apparue derrière lui, ne portant qu'une chemise trop grande, une des chemises de Robert que j'avais reconnue dans l'armoire. Son visage est passé de la surprise à l'horreur en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante.
Je crois que c'est à moi de poser cette question, répondis-je, étonnamment calme. Qui êtes-vous? J'ai adressé la question à l'homme. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais Chloé l'a interrompu. Solange, tu dois partir maintenant. Ce n'est pas quelque chose que tu veux savoir. En fait, c'est exactement ce que je veux savoir. J'en ai assez des mensonges. Qui est cet homme? Et pourquoi porte-t-il les vêtements de mon mari mort? Pourquoi se fait-il passer pour Robert? L'homme et Chloé ont échangé un regard, une communication silencieuse qui n'a fait qu'attiser ma rage. Tu ferais mieux d'entrer, dit-il finalement, en s'écartant. Je suis entré dans le chalet, me sentant étrangement déconnecté de la réalité, comme si j'assistais à une pièce de théâtre où j'étais soudainement devenu un personnage non répété. Je vais m'habiller, murmura Chloé en disparaissant dans la chambre. Je suis resté seul avec l'étranger qui avait le visage de mon mari. Il m'observait avec une expression complexe, peur, culpabilité, quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Qui êtes-vous » ai-je répété. « Mon nom est Richard » répondit-il d'une voix basse. « Richard Dubois. J'étais le frère jumeau de Robert. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Impossible. Robert n'avait pas de frère, il était fils unique. » Richard a esquissé un sourire triste. C'est ce qu'il a toujours dit, n'est-ce pas? Robert a toujours été doué pour réinventer son passé selon ses besoins. J'ai connu ses parents. Ils n'ont jamais mentionné un autre fils. It is Marty a move, parce qu'il ne le savait pas. Il s'est assis sur le canapé, me faisant signe de faire de même. Je suis resté debout. Nous avons été séparés à la naissance. Adoption fermée. J'ai grandi à Lyon avec mes parents adoptifs. Je n'ai découvert Robert qu'il y a 6 ans. 6 ans. 1 an avant la mort de Robert. La chronologie collait, mais tout était si absurde que mon esprit luttait pour l'assimiler. Comment l'avez-vous trouvé? Je ne l'ai pas trouvé. C'est lui qui m'a trouvé. Richard a pris une profonde inspiration. J'avais un cancer. J'avais besoin d'une greffe de moelle osseuse. Les médecins ont suggéré de chercher des parents biologiques. Quand les résultats de la recherche sont revenus, j'ai découvert que j'avais un frère jumeau identique, Robert. Chloé est revenue, maintenant entièrement vêtue, le visage un masque de calme forcé. Vous vous êtes rencontrés, ai-je continué, essayant d'assembler les pièces. Et puis quoi? Robert m'a cherché, a poursuivi Richard. Au début, c'était incroyable, vous savez, trouver quelqu'un qui me ressemblait autant, pas seulement physiquement. Nous avions les mêmes gestes, les mêmes goûts, même nos antécédents médicaux étaient similaires. Sauf pour le cancer, ai-je observé. Oui, sauf pour ça. Nous avons beaucoup parlé au téléphone. Nous avons commencé à nous voir. C'est là que j'ai rencontré Chloé. Hey, j'ai regardé ma belle-fille, qui était pâle mais gardait le menton haut. Tu as trahi mon fils avec l'oncle dont il ne connaissait même pas l'existence. Ce n'est pas si simple, répondit-elle, la voix froide. Alors explique, rends-le simple pour moi. Richard a lancé un regard d'avertissement à Chloé. Nous allons tout lui raconter. Elle mérite de savoir. Chloé a croisé les bras, mais a hoché la tête. Robert m'a donné de la moelle, a poursuivi Richard. Il m'a sauvé la vie. Mais pendant que je me remettais, quelque chose a changé en lui. Il a commencé à parler de son insatisfaction dans la vie, du sentiment d'avoir fait les mauvais choix, épousé la mauvaise personne, choisi le mauvais chemin. J'ai senti une douleur aiguë dans ma poitrine à ces mots. Robert n'avait jamais montré d'insatisfaction avec moi. Du moins, je le croyais. Il avait une femme, un fils, un petit-fils, ai-je argumenté, un domaine qu'il aimait. En quoi était-ce le mauvais chemin? Richard semblait véritablement mal à l'aise. Je ne peux pas expliquer ses sentiments. Je sais seulement ce qu'il m'a dit, qu'il se sentait piégé, qu'il voulait la liberté. Et puis, il a rencontré Chloé, ai-je conclu, les pièces s'emboîtant enfin. La femme de son propre fils. Chloé a fait un pas en avant. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de Robert. C'est juste arrivé. Thomas et moi étions déjà distants depuis des années. Nous restions ensemble seulement pour Émile. La froideur dans sa voix m'a effrayé. Il n'y avait aucun remords, juste une déclaration de fait. Nous avons commencé une liaison. Nous nous voyons ici les jeudis. Et puis vous avez décidé de vous débarrasser de lui, ai-je dit à Richard, de simuler sa mort, de prendre l'identité de mon mari pour pouvoir rester avec sa femme. Richard a secoué la tête avec véhémence. Non, ce n'est pas comme ça. Je n'étais même pas là quand Robert est mort. J'étais en rémission, mais je me remettais encore à Lyon. Alors, il est vraiment mort? La question est sortie comme un murmure. Oui, a répondu Chloé. D'une crise cardiaque, exactement comme vous le pensez. Sauf que ce n'était pas aussi soudain qu'il n'y paraissait. Qu'est-ce que tu veux dire? Chloé a pris une profonde inspiration.
Robert prévoyait de nous quitter, de te quitter, toi, Thomas, la vie qu'il avait. Il voulait vendre le domaine, recommencer ailleurs avec moi. La trahison était si profonde que je pouvais à peine respirer. Et qu'est-il arrivé? A-t-il changé d'avis? Il a eu une première crise cardiaque mineure alors qu'il était avec moi, a-t-elle poursuivi. Nous avons réussi à le cacher. Les médecins lui ont dit de réduire le stress, de prendre ses médicaments, mais il est devenu obsédé par l'idée de partir bientôt. Il disait que la vie était trop courte. Zipolation. Alors il a commencé à planifier une sortie, a interrompu Richard. Il m'a de nouveau contacté. Il a proposé quelque chose d'absurde, que je prenne son identité après sa mort. Il a dit qu'il avait une assurance vie substantielle qu'il pourrait partager avec moi. J'ai refusé, bien sûr, a-t-il poursuivi. J'ai dit qu'il était fou. J'ai dit que s'il voulait quitter sa famille, qu'il demande simplement le divorce comme une personne normale. Mais Robert, il ne voulait pas gérer le scandale, le partage des biens. Il voulait juste disparaître et recommencer. Mais il est mort avant de pouvoir le faire, ai-je conclu. Oui, a confirmé Chloé. Ce jour-là, il a vraiment eu une crise cardiaque, sauf qu'il ne prenait pas ses médicaments correctement. Être exprès, je ne le saurais jamais. J'ai senti la nausée me monter à la gorge. C'est toi qui l'as trouvé mort. Oui, il m'avait appelé plus tôt en disant qu'il ne se sentait pas bien. Quand je suis arrivé, il était par terre dans le bureau. Il était déjà parti. Une pensée terrible m'est venue à l'esprit. Tu aurais pu le sauver si tu avais appelé les secours immédiatement. Chloé a détourné le regard. La réponse était claire dans son silence. Et après j'ai paniqué, a-t-elle dit. Je savais que s'ils enquêtaient, ils pourraient découvrir notre liaison. Alors je me suis souvenu de son plan, de Richard. Richard a passé la main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il m'a serré le cœur. Chloé m'a appelé des semaines après les funérailles, a-t-il expliqué. Elle m'a parlé du plan de Robert, de l'assurance vie. J'ai encore refusé. Je ne voulais pas participer à cette folie. Mais ensuite... Ensuite, quoi? Ensuite mon cancer est revenu, a-t-il dit simplement. Stade 4. Les médecins m'ont donné 6 mois. 1 an au maximum. Aucun espoir de guérison cette fois. Mais c'était il y a 5 ans, ai-je observé. Oui, j'ai participé à un essai clinique expérimental. Il a mieux fonctionné que ce que tout le monde espérait. Je suis en rémission complète depuis 4 ans. Quand Richard s'est rétabli, a poursuivi Chloé, nous avons décidé de donner une chance à ce que Robert avait prévu, pas pour l'argent, mais parce que nous sommes tombés amoureux. Et Swan, Goffres, je les ai regardés tous les deux, incapables de croire à leur audace. Tu as trompé mon fils avec mon mari, puis tu as trompé mon fils avec le frère jumeau de mon mari que personne ne connaissait. Chloé a eu la décence de paraître embarrassée. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ou pardonniez. Et l'assurance vie, où est-elle passée? Elle est sur un compte bloqué, a répondu Richard. Nous n'y avons jamais touché. Je sais que cela semble incroyable, mais nous n'avons pas fait ça pour l'argent. Alors pourquoi? Pour une seconde chance, a-t-il dit simplement. Pour Chloé et pour moi. Après avoir failli mourir 2 fois, on voit la vie différemment. Et mon fils? Et mon petit-fils? Ne mérite-t-il pas aussi une seconde chance, une vie sans mensonge? Chloé a regardé ses propres mains. Je vais bientôt quitter Thomas. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Un divorce à l'amiable. Garde partagée pour Émile. Mais tu ne vas pas lui parler de Richard, de Robert. Non. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et j'espère que vous ne le ferez pas non plus. C'était une demande absurde. Comment pourrais-je garder un secret aussi monstrueux? Comment pourrais-je regarder mon fils dans les yeux en sachant ce que je savais? Mais alors je me suis souvenu de Robert, l'homme que je pensais connaître depuis 40 ans, l'homme qui avait apparemment mené une double vie pendant des années, prévoyant de m'abandonner, de simuler sa propre mort, de recommencer sans un regard en arrière. Avait-ce été si facile pour lui? Si facile de rejeter des décennies ensemble? Robert m'a-t-il jamais aimé? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir, exposant ma vulnérabilité. Richard a semblé sincèrement consterné. Je ne peux pas parler pour ses sentiments. Je ne l'ai connu qu'1 an avant sa mort. Mais il parlait de vous avec respect. Respect. Pas amour, pas nostalgie, pas regret. Respect. Comme on parle d'un collègue de travail compétent. Il était malheureux depuis des années, a ajouté Chloé dans une tentative maladroite d'adoucir le coup. Il disait que vous étiez ensemble par habitude, pas par amour. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'avais aimé Robert chaque jour de notre vie commune, même dans les moments difficiles, même dans les disputes, même dans les longues nuits silencieuses. Je l'avais toujours aimé.
Et pendant tout ce temps, pour lui, je n'étais qu'une habitude. « Vas-tu aller au dîner de ce soir ?» ai-je demandé à Chloé, changeant brusquement de sujet. Elle a cligné des yeux, confuse par le changement. « Oui, j'y serai à 19h avec Thomas. Et après, tu reviendras ici avec Richard. » Elle a hésité, puis a hoché la tête. « Thomas a une réunion tôt demain à Clermont-Ferrand. Il y passera la nuit. Émile restera chez un ami. J'avais prévu de revenir ici après. » Dial lie. La froideur calculatrice avec laquelle elle planifiait ses trahisons me dégoûtait. Mais qui étais-je pour juger? J'avais été tout aussi aveugle, tout aussi idiote. « J'ai besoin de réfléchir », ai-je dit finalement en me levant. À tout ça, Richard et Chloé ont de nouveau échangé un regard, cette communication silencieuse qui m'excluait. « Quelle que soit votre décision, nous la respecterons », a dit Richard. « Je vous demande seulement de penser aux conséquences pour toutes les personnes impliquées. » Je suis sorti du chalet sans répondre. Mon esprit était un tourbillon. Dans la voiture, j'ai enfin laissé les larmes couler. Des larmes pour tout ce que j'avais perdu, pour tout ce que je n'avais jamais vraiment eu. Robert ne m'avait jamais aimé comme je l'avais aimé. Il avait prévu de m'abandonner. Et s'il n'était pas mort, il aurait disparu de ma vie, me laissant pour toujours avec des questions sans réponse. J'étais l'idiote de l'histoire, la vieille naïve que tout le monde avait trompée. J'ai conduit jusqu'à la maison machinalement, me préparant pour le dîner que je devrais affronter dans quelques heures. Un dîner où je devrais regarder mon fils dans les yeux, sachant ce que sa femme faisait dans son dos, sachant que dans quelques jours, sa vie serait bouleversée. En préparant le repas, une idée a commencé à se former dans mon esprit. Une idée terrible, née de la douleur et de la rage. Si je ne pouvais pas avoir la justice, peut-être pourrais-je avoir autre chose. Dans le placard de la cuisine, derrière les boîtes de conserve, se trouvait le vieux flacon de somnifères. Des somnifères puissants que le médecin m'avait prescrits après la mort de Robert, quand le sommeil me fuyait. Des somnifères qui, en quantité suffisante, pourraient faire dormir quelqu'un pour toujours. J'ai tenu le flacon dans mes mains tremblantes, envisageant de sombres possibilités. Ce serait si facile. Quelques pilules dans le vin de Chloé. Une overdose accidentelle. Triste, mais pas surprenant. Après tout, elle était si perturbée ces derniers temps. J'ai ouvert le flacon, j'ai versé quelques pilules dans ma main. Petite, blanche, inoffensive, elle pourrait tout résoudre. Elle pourrait me venger de Robert, de Chloé, de tous les mensonges. Mais ensuite, j'ai pensé à Thomas, à Émile, à leur vie après une autre tragédie. J'ai pensé au genre de personne que je deviendrais si je suivais ce chemin. Avec un soupir tremblant, j'ai remis les pilules dans le flacon et le flacon dans le placard. Non, ce ne serait pas ce genre de justice que je chercherais. Je ne m'abaisserai pas à ce niveau. À 19h précises, j'ai entendu la voiture de Thomas arriver. J'ai forcé un sourire, me préparant pour la performance de ma vie. J'ai ouvert la porte à mon fils et à ma belle-fille, observant comment Chloé maintenait son sourire parfait, comme si elle n'avait pas été dans les bras d'un autre homme quelques heures plus tôt. « Maman, ça va ?» a demandé Thomas, inquiet. « Tu as l'air pâle. »« Hasn't you ?»« Juste un peu fatigué, » ai-je répondu, les conduisant à la salle à manger où la table était dressée. J'ai eu une journée mouvementée. Pendant le dîner, je les ai observés. Thomas, gentil et inconscient comme toujours, parlant du domaine, de projets pour l'avenir qui seraient bientôt détruits. Chloé, élégante et contrôlée, répondant au bon moment, souriant au bon moment, l'actrice parfaite. Et moi, la veuve idiote qui voyait enfin la vérité. « Comment vont les choses entre vous ?» ai-je demandé brusquement, interrompant Thomas au milieu d'une histoire sur le nouveau tracteur. Il a semblé confus par l'interruption. Chloé s'est figée momentanément, un verre de vin à mi-chemin de sa bouche. « Comment ça, maman? Le mariage? Vous semblez à peine vous voir ces derniers temps. » Thomas a haussé les épaules, mal à l'aise. « On est bien occupé, mais ça va, n'est-ce pas, mon amour ?» Chloé a affiché ce sourire parfait. « Bien sûr, juste des phases normales dans n'importe quel mariage. »« Et tu es heureux, Thomas ?» ai-je insisté. « Vraiment heureux ?» Mon fils m'a regardé avec une inquiétude croissante. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces questions ?» J'ai regardé directement Chloé en répondant « Je veux juste m'assurer que mon fils vit la vie qu'il mérite, avec quelqu'un qui l'aime et le respecte vraiment. » Chloé a soutenu mon regard, mais j'ai vu une lueur de peur dans ses yeux. Elle savait que je lançais un avertissement. « Bien sûr que oui, » a répondu Thomas, ignorant la tension entre sa mère et sa femme. « J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Il a pris la main de Chloé sur la table, un geste qui lui semblait probablement naturel. Elle a souri, mais j'ai vu que ses doigts rendaient à peine le contact. Le dîner a continué.
la conversation s'orientant vers des sujets plus sûrs. Quand nous avons fini le dessert, Thomas a annoncé qu'il devait partir. Il devait se lever tôt pour son voyage à Clermont-Ferrand. « Chloé, pourrais-tu m'aider avec la vaisselle avant de partir ?» ai-je demandé. « Thomas, pourquoi ne vérifierais-tu pas cette canalisation sur la terrasse dont je t'ai parlé? Elle goûte à nouveau ?» Mon fils a hoché la tête et est sorti, me laissant seul avec Chloé dans la cuisine. Dès que nous avons entendu la porte d'entrée se fermer, elle s'est tournée vers moi. « Qu'avez-vous décidé ?» a-t-elle demandé, la voix basse et tendue. J'ai commencé à empiler les assiettes calmement. Tu sais, pendant des années, j'ai cru avoir un mariage parfait, que Robert et moi étions heureux, que je connaissais l'homme avec qui je partageais ma vie. Solange, mais tout était un mensonge, ai-je continué en l'ignorant. Il ne m'a jamais aimé comme je l'ai aimé. Il était avec moi par habitude et prévoyait de m'abandonner. Aveuseuse, Chloé est restée silencieuse, attendant. Je ne vais pas parler à Thomas de toi et Richard, ai-je dit finalement. Ni de toi et Robert, non pas parce que tu mérites ma discrétion, mais parce que mon fils ne mérite pas ce genre de douleur. Elle a poussé un soupir de soulagement. Merci, ne me remercie pas, ai-je répondu en lui faisant face. Je vais te laisser lui parler du divorce à ta manière. Je vais te laisser construire le récit que tu veux pour expliquer pourquoi tu quittes ton mariage. Mais si tu blesses mon fils plus que nécessaire, si tu essaies de lui enlever Émile, si tu provoques le moindre scandale qui affecte sa réputation dans cette ville, je raconterai tout, chaque détail sordide. Compris? Elle a hoché la tête, pâle. Parfaitement. Et quant à Richard, j'ai senti une boule dans ma gorge. Dis-lui de ne plus jamais croiser mon chemin. Voir son visage, c'est comme voir un fantôme qui me rappelle chaque moment où j'ai été trompé. Il comprendra, a-t-elle murmuré. Thomas est revenu à ce moment-là, interrompant notre conversation. La canalisation est réparée, maman. Il fallait juste resserrer un peu. Merci, mon chéri. J'ai forcé un sourire. En les accompagnant jusqu'à la porte, mon cœur souffrait pour ce qui allait arriver. Thomas perdrait bientôt sa femme. Son monde serait secoué, mais il survivrait. Il était plus fort que je ne l'avais été. Maman, tu es sûre que ça va? A demandé Thomas à la porte, inquiet. Tu as l'air différente aujourd'hui. Je suis juste fatigué, ai-je répété en le serrant fort dans mes bras. Je t'aime, mon fils, plus que tout. Je t'aime aussi, maman. Chloé m'a donné une étreinte rapide et mécanique, évitant mon regard. Je les ai regardés monter dans la voiture et s'éloigner. La dernière vision du couple qu'ils faisaient semblant d'être. Quand je suis rentré, la maison semblait plus vide et silencieuse que jamais. Pendant 5 ans, j'avais vécu avec le souvenir d'un homme que je pensais m'avoir aimé. Maintenant, même cela m'avait été enlevé. Il n'y avait rien à se remémorer avec tendresse, rien pour me consoler dans les nuits solitaires. Je me suis assise sur la chaise de Robert dans le bureau, regardant les photos de notre vie ensemble. Chaque sourire, chaque moment que je croyais spécial, chaque anniversaire, vacances, Noël, tout était un mensonge. Où y avait-il une vérité cachée quelque part parmi les faussetés? Peu, être que je ne le saurais jamais. Cette nuit-là, pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas pleuré la perte de Robert. Au lieu de cela, j'ai pleuré la perte de la femme que j'avais été. Confiante, aimée, sûre de sa place dans le monde. Cette femme était morte aujourd'hui, dans le chalet au bord du lac. Et à sa place était né quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de plus sage, de plus méfiant. Quelqu'un qui ne serait plus jamais trompé. Une semaine plus tard, comme promis, Chloé a parlé du divorce à Thomas. Il est apparu à ma porte ce soir-là, les yeux rouges, le visage abattu. Elle a dit qu'elle ne m'aime plus, a-t-il murmuré en s'effondrant sur le canapé. Elle a dit que nous vivions un mensonge depuis des années, qu'elle ne veut plus gâcher sa vie. Nause, je lui ai servi une généreuse dose de whisky, le même que son père avait l'habitude de boire. Je suis vraiment désolé, mon fils. Le savais-tu? Avais-tu remarqué que quelque chose n'allait pas? J'ai hésité. Que pouvais-je dire? Je soupçonnais qu'elle n'était pas heureuse, mais non. Je ne savais pas que cela allait arriver. Elle veut la garde partagée d'Émile. Elle a dit qu'elle déménage à Lyon, qu'elle a une opportunité de travail, la base. Il a bu son whisky d'un trait. Qui décide de déménager dans une autre région comme ça, du jour au lendemain? Quelqu'un qui le prévoyait depuis longtemps, pensais-je. Quelqu'un qui a déjà une vie qui l'attend là-bas. Que vas-tu faire? Il a secoué la tête, perdu. Que puis-je faire? Je ne peux pas la forcer à rester. Je ne peux pas la forcer à m'aimer. Et Émile, comment gère-t-il ça? Bouleversé, confus. Chloé lui a parlé plus tôt aujourd'hui, avant de me parler. Il a ri amèrement. Elle avait tout prévu.
Quand je rentrerai à la maison aujourd'hui, elle sera partie. Elle va passer la nuit chez sa sœur au Puy-en-Velay. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Chez sa sœur, ou dans le chalet dans les bras de Richard. La rage a bouillonné en moi, mais je l'ai réprimée. Mon fils avait besoin de soutien, pas de plus de douleur. Tu peux rester ici cette nuit si tu veux. Ton ancienne chambre est toujours prête. Il a hoché la tête, reconnaissant. Merci, maman. Je ne pense pas que je pourrais dormir dans cette maison aujourd'hui. Cette nuit-là, j'ai entendu Thomas faire les 100 pas dans le couloir. Agité comme il l'était adolescent quand quelque chose le perturbait. J'ai pensé à Chloé, probablement dans les bras de Richard maintenant, planifiant leur nouvelle vie ensemble. J'ai pensé à Robert, mort en planifiant encore sa fuite. Et j'ai pensé à moi, portant le poids de ses secrets pour toujours. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai regardé mon fils naviguer dans le douloureux processus du divorce. Chloé a tenu parole. Ce fut rapide, à l'amiable, sans scandale. Thomas a gardé la maison, elle a pris sa part en argent. Garde partagée pour Émile, le garçon passant la plupart de son temps avec son père, car Chloé s'installerait à Lyon. Elle est partie un mardi, exactement 1 mois après que j'ai découvert la vérité. Elle est venue dire au revoir, un geste que j'ai considéré plus comme une performance pour son public imaginaire qu'une réelle courtoisie. « Au revoir, Solange », a-t-elle dit sur le pas de ma porte, parfaitement apprêtée comme toujours. « Merci pour tout. »« Ne me remercie pas », ai-je répondu froidement. « Pars, et ne blesse plus ma famille. » Elle a hoché la tête, une lueur de culpabilité brisant enfin cette façade parfaite. Je tiendrai ma parole. Thomas et Émile ne sauront jamais la vérité. J'ai regardé sa voiture s'éloigner pour la dernière fois, ressentant un étrange soulagement. Une partie du mensonge était enfin terminée, mais le secret continuerait avec moi pour toujours. Thomas et Émile ont emménagé chez moi dans les semaines suivantes. Temporairement, a dit mon fils, le temps de nous habituer à la nouvelle situation. Mais je savais que c'était plus que ça. Leur maison était pleine de souvenirs, de vides laissés par le départ de Chloé. Voir mon petit-fils tous les jours était un baume pour mon âme blessée. Il avait 13 ans maintenant, l'âge où les garçons commencent à se détourner des câlins de leur grand-mère. Mais parfois, il me laissait encore le serrer dans mes bras, surtout les jours difficiles. « Pourquoi maman est-elle partie ?» a-t-il demandé un soir alors que je l'aidais avec ses devoirs de mathématiques. Comment répondre à cela? Parfois les gens changent, Émile. Ils prennent des décisions difficiles qu'ils ne comprennent même pas complètement eux-mêmes. Elle a dit qu'elle m'aime toujours, que rien ne va changer entre nous. Et elle t'aime, j'en suis sûr. C'était l'une des rares certitudes que j'avais sur Chloé. Son amour pour Émile semblait authentique, même si tout le reste était un mensonge. Je vais aller à Lyon le mois prochain, pendant les vacances d'été. Elle cherche déjà des écoles pour quand j'irai vivre avec elle une partie du temps. J'ai hoché la tête, feignant mon soutien. Ça va être une aventure, a-t-il hésité, son jeune visage inquiet. Maman a dit qu'elle a un ami là-bas, un ami spécial. Je crois que c'est pour ça qu'elle est partie. J'ai senti mon cœur se serrer. Qu'a-t-elle dit d'autre sur cet ami? Pas grand-chose. Juste qu'ils se connaissent depuis un certain temps et qu'un jour elle me le présentera. Il a froncé les sourcils. Tu crois qu'elle a trompé papa? La question innocente m'a prise au dépourvu, comme j'aurais aimé pouvoir le protéger de la dure vérité des adultes. Émile, les relations sont compliquées. Parfois, de bonnes personnes prennent de mauvaises décisions. Mais l'important, c'est que tes parents t'aiment, quoi qu'il arrive entre eux. Il a semblé accepter cette réponse vague, reportant son attention sur ses devoirs. Mais je savais que ce ne serait pas la dernière fois que nous aborderions ce sujet. 1 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Chloé. C'était la première fois que nous parlions depuis son départ. « Émile vient à Lyon demain », a-t-elle dit sans préambule. « Thomas le mettra dans l'avion. Il restera avec moi pendant 3 semaines. » Je sais, il y a eu une pause gênée. Richard et moi pensons qu'il serait préférable de reporter la présentation. Émile a besoin de temps pour s'adapter à la séparation avant de rencontrer quelqu'un d'autre dans ma vie. « Sage décision de votre part », ai-je répondu sans cacher mon sarcasme. « Solange. » Sa voix a baissé. « Je veux que vous sachiez que nous déménageons plus loin. Richard a reçu une offre à Bordeaux. Nous serons à plus de 5 heures de Lyon. Et Émile, la garde partagée continuera comme convenu. Je ferai le voyage quand ce sera son tour de rester avec moi. C'est mieux ainsi. Moins de chances de complications. Complications. Un mot si poli pour décrire la possibilité que quelqu'un reconnaisse Richard comme le jumeau identique de Robert. « Comment va Thomas ?» a-t-elle demandé, avec ce qui semblait être une réelle préoccupation. « Comment crois-tu » Dévasté, confus, essayant de comprendre où il s'est trompé dans un mariage qui,
pour autant qu'il sache, traversait juste une phase difficile. Elle a soupiré. Je sais que vous ne le croirez jamais, mais je me soucie vraiment de lui. Et vous, je n'ai jamais voulu causer autant de douleur. Mais vous l'avez fait quand même. Un autre silence. Vous avez raison, et je vais devoir vivre avec ça. Elle a hésité. Juste une dernière chose. L'anniversaire de la mort de Robert approche. Comme toujours, nous allons visiter la tombe. Moi, Richard, je voulais savoir si ce serait trop douloureux pour vous si nous déposions des fleurs aussi. De loin, bien sûr. Après que vous et Thomas soyez partis. L'audace m'a laissé momentanément sans voix. Vous me demandez la permission pour que le frère jumeau secret de mon mari, avec qui vous trompez mon fils, dépose des fleurs sur la tombe de l'homme qui nous a tous trahis? Oubliez ça, a-t-elle murmuré. C'était une idée stupide. Chloé, ai-je dit, avant qu'elle ne puisse raccrocher. Une dernière question. As-tu jamais vraiment aimé Thomas, à un moment donné? Il y a eu une longue pause. Au début, oui. Il était gentil, stable, tout ce que je croyais vouloir. Mais ensuite, j'ai rencontré Robert, et c'était différent. Plus intense, plus réel. Elle a soupiré. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ou pardonniez. J'espère seulement qu'un jour vous trouverez la paix. Elle a raccroché, et je suis resté à regarder le téléphone silencieux. La paix. Comme si c'était possible maintenant. À l'anniversaire de la mort de Robert, Thomas et moi avons visité le cimetière comme nous le faisions toujours. Nous avons apporté des fleurs, des lits, ses préférés. Ou du moins celles que j'ai toujours cru être ses préférées. Maintenant je doutais même de ça. Nous sommes restés en silence devant la pierre tombale. Qu'y avait-il réellement sous cette pierre froide? Le corps de l'homme que j'avais aimé et qui m'avait trahi, ou une autre partie d'un plan qui n'avait jamais existé au-delà de l'imagination malade de Robert. Après que Thomas se soit éloigné pour faire un tour dans le cimetière, un rituel qu'il avait développé ces dernières années, un moment privé pour communiquer avec son père, je suis resté seul avec la pierre tombale. « Tu m'as menti pendant toute notre vie commune », ai-je murmuré au marbre froid. « Tu m'as fait croire à un mariage qui n'existait que dans ma tête. Tu m'as fait croire que j'étais aimé alors qu'en réalité, j'étais juste pratique. » Les larmes sont venues, non de tristesse, mais de rage. Rage pour toutes les années perdues, pour tous les moments que je croyais spéciaux et qui pour lui ne signifiaient rien. Mais tu sais quoi? J'ai survécu. J'ai survécu à ta trahison, à ta mort, à la vérité. Et je vais continuer à survivre. Pour Thomas, pour Émile, pour moi. Thomas est revenu, les yeux rouges de larmes contenues. Je l'ai serré dans mes bras, sentant son grand corps trembler légèrement. Je n'ai jamais compris pourquoi il était si distant parfois, a-t-il murmuré. Pourquoi il semblait y avoir des parties de lui que je ne pouvais jamais atteindre. Parce que tu le sais, pensai-je. Des parties qu'il gardait pour Chloé, pour ses secrets, pour la vie qu'il prévoyait d'avoir loin de nous. Il t'aimait à sa manière, ai-je répondu, le mensonge amer sur ma langue, un mensonge de plus pour protéger mon fils. En rentrant à la maison, nous avons trouvé une couronne de fleurs sur le porche. Des roses rouges, les préférées de Robert, comme je le savais bien. Pas de carte, pas de nom, mais je savais qui les avait envoyées. C'est étrange, a commenté Thomas. Qui a bien pu les envoyer? Probablement quelqu'un de la ville, ai-je répondu en prenant l'arrangement et en le mettant de côté. Tu sais comment les gens se souviennent de lui à cette période de l'année. Cette nuit-là, après que Thomas et Émile se soient couchés, j'ai pris les roses et les ai emmenées dans la cour, une par une. J'ai arraché leurs pétales et les ai jetés dans le feu que j'ai allumé dans le vieux bidon en métal. Je les ai regardés brûler, ressentant chaque flamme comme une petite vengeance contre tous ceux qui m'avaient trahi. Quand le dernier pétale s'est transformé en cendre, j'ai senti que quelque chose changeait en moi. Une page qui se tournait enfin, une blessure cautérisée. Robert était mort, quelle que soit la vérité sur sa vie. Chloé était loin avec son amant, vivant avec les conséquences de ses choix. Et j'étais ici, dans le domaine que j'avais aidé à construire, avec mon fils et mon petit-fils, reconstruisant une vie à partir des débris laissés par les autres. Dans les mois qui ont suivi, la vie a pris un nouveau rythme. Thomas a commencé à se remettre lentement, se consacrant au domaine et à Émile. Le garçon allait et venait de Bordeaux comme convenu, revenant toujours avec des histoires sur la nouvelle vie de sa mère, mais ne mentionnant jamais d'amis spécial. Finalement, Thomas a rencontré Sophie, la nouvelle professeure de sciences à l'école d'Émile. Elle était différente de Chloé à tous égards, chaleureuse, ouverte, sans prétention. J'ai regardé leur relation s'épanouir lentement, avec la prudence de quelqu'un qui a été profondément blessé. « Tu penses que je vais trop vite ?» a demandé Thomas un soir, après avoir mentionné qu'il avait invité Sophie à dîner avec nous. «
Non, ai-je répondu honnêtement. Je pense que tu mérites d'être heureux. Et elle semble être une bonne personne. Différente de Chloé, a-t-il murmuré. Oui, différente de Chloé. J'ai hésité, puis j'ai ajouté. Toutes les personnes ne sont pas capables d'aimer de la manière que nous méritons, Thomas. Cela ne signifie pas que le problème vient de nous. Il a hoché la tête, pensif. Tu sais, pendant des années, je me suis blâmé pour la distance de Chloé. Je pensais que je n'étais pas assez bien, que je ne la comprenais pas assez. Maintenant, je me rends compte que certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour l'amour et la loyauté. Comme j'aurais aimé lui dire qu'il avait raison, que Chloé n'avait jamais été capable d'aimer vraiment, qu'elle avait trahi non seulement lui, mais nous tous. Mais j'ai gardé mon secret comme je l'avais promis. Sophie vient dîner demain. J'espère que ça te va. Sin. Bien sûr que ça me va, ai-je souri. Je vais préparer ce rôti que tu aimes tant. Le dîner avec Sophie a été agréable, naturel. C'était une femme intelligente et gentille, du genre qui parlait aux adultes et aux enfants de la même manière respectueuse. J'ai observé comment elle interagissait avec Émile, comment elle le faisait se sentir écouté et important. « Votre famille est merveilleuse », a-t-elle dit après, alors que je servais le café sur la terrasse. Thomas était rentré pour aider Émile avec une maquette pour son cours de sciences. « Merci, ils sont ma vie. » Elle a souri, un sourire sincère, sans calcul derrière. « Thomas parle beaucoup de vous, de la façon dont vous avez été son refuge, surtout depuis le divorce. J'essaie de faire de mon mieux. Il m'a aussi parlé de Robert, de sa mort soudaine. Ça a dû être terrible pour vous. J'ai regardé les montagnes lointaines baignées par le soleil couchant. Ça l'a été. Perdre quelqu'un qu'on aime laisse toujours, mais avec le temps, on apprend à vivre avec la douleur, avec la vérité, aussi difficile soit-elle. Sophie semblait être le genre de personne qui ne mentirait jamais comme Chloé, ne trahirait jamais comme Robert. Une partie de moi voulait l'avertir, la protéger de ce que je savais sur la fragilité des relations, sur la façon dont les gens peuvent cacher des pans entiers d'eux-mêmes derrière des sourires et des promesses. Mais elle devrait le découvrir par elle-même, à sa manière. Un après-midi d'automne, près d'1 an après avoir découvert la vérité sur Robert, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe n'avait pas d'expéditeur, mais le timbre était de Bordeaux. À l'intérieur, une courte note. « Solange, Chloé a voulu que je vous écrive pour vous informer qu'Émile m'a rencontré l'été dernier. Elle m'a présenté comme un ami, rien de plus. Il n'a remarqué aucune ressemblance avec Robert, probablement parce qu'il était très jeune quand il est décédé. Je voulais aussi que vous sachiez que nous comprenons et respectons votre décision de garder notre secret. Je sais que je n'ai rien fait pour mériter votre discrétion, mais je vous en suis éternellement reconnaissant. Enfin, je voulais vous dire que, bien que je n'ai jamais vraiment connu Robert, j'ai toujours senti qu'il y avait un vide en moi qui n'a été comblé que lorsque j'ai appris son existence. J'aurais aimé que les circonstances aient été différentes, que nous ayons pu être une vraie famille. Richard, je suis resté à regarder la lettre pendant longtemps, les émotions en guerre en moi, colère, tristesse, une étrange compassion pour cet homme qui était et n'était pas mon mari. Finalement, j'ai fait ce qui devait être fait. J'ai déchiré la lettre en minuscules morceaux et je les ai brûlés, comme j'avais fait avec les roses. Un chapitre de plus se fermait. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Robert. Pas le Robert qui m'avait trahi, mais l'homme que je croyais qu'il était pendant toutes ces années. Dans le rêve, nous étions de nouveau jeunes, dansant à l'ancienne fête de la grange où nous nous étions rencontrés. Il me souriait, ce sourire qui m'avait toujours fait sentir comme la seule femme au monde. « Étais-tu réel ?» ai-je demandé dans le rêve. « Cet homme que j'ai aimé a-t-il vraiment existé ?» Le Robert du rêve a juste continué à sourire, me faisant tourner dans la danse sans répondre. Et être que c'était la vérité la plus difficile à accepter. Je ne le saurais jamais. Je ne saurais jamais si tout notre mariage était une farce ou s'il y avait eu de vrais moments d'amour entre les mensonges. Je me suis réveillé avec des larmes aux yeux, mais aussi avec un étrange sentiment de paix. Être que cela n'avait plus d'importance. Le passé était enterré, avec toutes ses vérités et ses mensonges. Ce qui importait, c'était l'avenir que j'avais encore devant moi. 2 ans ont passé. La vie au domaine a pris un nouveau rythme. Thomas et Sophie se sont mariés lors d'une simple cérémonie dans les jardins de notre maison. Émile, maintenant âgé de 15 ans, était un jeune homme partagé entre 2 mondes. La vie tranquille au domaine avec son père et sa nouvelle belle-mère, et les visites à Bordeaux pour voir Chloé. Il parlait rarement de ses visites à son retour, et je ne le pressais jamais. Une partie de moi craignait ce qu'il pourrait éventuellement découvrir. Remarquerait-il la ressemblance de Richard avec les photos de Robert qui ornaient encore notre maison?
Poserait-il des questions auxquelles nous n'aurions pas de réponse honnête? Un soir d'été, alors que nous préparions le dîner ensemble, Émile a finalement abordé le sujet que je redoutais tant. « Mamie, tu connais Richard ?» Mon cœur a fait un bond, mais j'ai gardé un visage neutre en continuant à couper les légumes. « Richard? Qui est Richard ?»« Le petit ami de maman. Ils sont ensemble depuis un certain temps. Je pensais que peut-être tu le connaissais d'avant. » J'ai choisi mes mots avec soin. « Non, mon chéri, je n'ai jamais connu aucun des amis de ta mère à Bordeaux. Il est gentil avec moi. Il en sait beaucoup sur l'agriculture. En fait, il dit qu'il a grandi dans une ferme en Dordogne. » Un autre mensonge, pensais-je. Richard Simon avait grandi à Lyon, selon son histoire. Une couche de fausseté de plus dans une vie construite sur la tromperie. « Maman a l'air heureuse avec lui », a poursuivi Émile. « Plus heureuse qu'elle ne l'était avec papa, je crois. Les gens changent, Émile. Ils trouvent ce dont ils ont besoin à différents moments de leur vie. » Les mots sont sortis amers, mais j'ai essayé de les adoucir avec un sourire. C'est bizarre, mais il a hésité. Parfois, quand je regarde Richard, il me rappelle quelqu'un. Je n'arrive pas à savoir qui. Je me suis figé. Vraiment, qui sait, c'est être juste une de ces ressemblances aléatoires. Être. Il a haussé les épaules, se désintéressant du sujet. Je peux appeler Claire pour qu'elle vienne demain? On avait promis de travailler ensemble sur le projet de science. J'ai respiré, soulagé par le changement de sujet. Bien sûr que tu peux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots d'Émile résonnaient dans mon esprit. Il commençait à remarquer la ressemblance. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne fasse le lien. Que se passerait-il alors? Confronterait-il Chloé, Richard? Parlerait-il à Thomas? La vérité que j'avais si soigneusement gardée pendant des années pourrait exploser à tout moment, causant une destruction encore plus grande que si je l'avais révélée dès le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé, déterminé à faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser Émile découvrir la vérité par lui-même, sans contexte, sans préparation. Ce serait trop dévastateur. J'ai attendu que Thomas et Sophie partent en ville et qu'Émile soit chez un ami. Alors j'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro que je n'avais jamais utilisé, mais que Chloé avait laissé pour les urgences. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix méfiante. « Solange, il y a un problème avec Émile? »« Non, il va bien. Mais nous devons parler de Richard. » Silence à l'autre bout, puis un soupir. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Émile commence à remarquer la ressemblance. Il m'a dit hier soir que Richard lui rappelle quelqu'un, mais il n'arrive pas à savoir qui. « Il fallait s'y attendre », a-t-elle répondu, la voix étonnamment résignée. « Il grandit, il observe plus, et les photos de Robert sont partout chez vous. » Duellen, sobbing de Duellen. Qu'allons-nous faire quand il s'en rendra compte? Quand il demandera pourquoi le petit ami de sa mère ressemble exactement à son grand-père mort? Nous y avons déjà pensé, a-t-elle hésité. Richard et moi, nous avons une histoire toute prête. Quelle histoire pourrait bien expliquer cela? La vérité partielle. Que Richard est un parent éloigné de Robert, un cousin au 2e degré que j'ai rencontré par hasard à Bordeaux. La ressemblance s'explique par la parenté, et personne n'a besoin de connaître la liaison, la vérité complète. Et tu crois qu'il va croire ça? Que Thomas va le croire? Une coïncidence si commode? Quelle alternative avons-nous? Raconter toute la vérité maintenant ne causerait que plus de douleur. Ça détruirait l'image qu'Émile a de Robert, le souvenir que Thomas garde de son père. Pourquoi faire? Elle avait raison, même si je détestais l'admettre. Révéler tout maintenant, après tant de temps, n'apporterait rien de bon. Juste plus de douleur, plus de confusion. Vous auriez dû y penser avant, ai-je dit amèrement, avant d'amener Richard dans la vie d'Émile, avant de risquer toute cette situation. Je sais. Mais je ne peux pas changer le passé, Solange. Je ne peux qu'essayer de faire mieux maintenant. J'ai raccroché sans dire au revoir, la frustration me consumant. J'étais prise dans une toile de mensonges que je n'avais pas créée, mais dont j'étais maintenant complice. 2 semaines plus tard, Thomas est rentré à la maison avec une expression que je n'avais pas vue depuis le divorce. Un mélange de choc, de confusion et de colère. « Maman », dit-il, la voix tremblante. « Chloé a appelé. Elle veut amener son petit ami pour rencontrer la famille lors de la prochaine visite d'Émile. Elle dit que c'est sérieux entre eux, qu'ils pourraient se marier. » C'est quote, from the Azansi. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. « Et qu'as-tu dit? » Qu'est-ce que je pouvais dire? Émile semble aimer ce type, et elle a le droit de refaire sa vie. Il a passé la main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de Robert qu'il m'a serré le cœur. C'est juste étrange, tu sais, de la penser avec un autre homme. Je sais, mon chéri. J'ai posé ma main sur son épaule. Quand viendrait-il?
Le mois prochain, pour l'anniversaire d'Émile. Elle veut que nous soyons civilisés. Une grande famille heureuse et dysfonctionnelle. Il a ri sans humour. 1 mois. J'avais 1 mois pour me préparer à l'inévitable. Rencontrer officiellement Richard Simon, le frère jumeau de mon mari mort, l'homme qui était maintenant avec l'ex-femme de mon fils. Ça te va, maman? Je sais que ça doit être étrange pour toi aussi. Bien sûr, ai-je menti. Comme tu l'as dit, nous allons tous de l'avant. En réalité, j'étais terrifié. Comment réagirais-je en voyant Richard en personne à nouveau? Comment réussirais-je à garder mon sang-froid, à faire semblant de le rencontrer pour la première fois, alors que son visage me hantait depuis des années? Quand le jour est enfin arrivé, j'ai passé des heures à me préparer mentalement. J'ai répété des sourires, des poignées de main, des conversations polies, tout pour éviter l'effondrement que je craignais. Émile était excité par son anniversaire, courant dans la maison pour vérifier les préparatifs de la petite fête. Thomas et Sophie étaient dans la cuisine, terminant le gâteau. J'étais sur la terrasse, essayant de calmer mes nerfs, quand j'ai entendu la voiture arriver. La berline argentée s'est garée, et Chloé en est sortie la première, impeccable comme toujours, et puis il est sorti. Richard, plus âgé maintenant, plus grisonnant, mais toujours d'une ressemblance impossible avec Robert. Il portait une simple chemise bleue et un jean, le genre de vêtements que Robert portait les week-ends au domaine. Mon estomac s'est noué à cette vision. Émile a couru pour embrasser sa mère et saluer Richard avec une poignée de main enthousiaste. Thomas est apparu à la porte, a pris une profonde inspiration et s'est avancé pour les accueillir. Sophie juste derrière, le soutenant silencieusement. Et puis ce fut mon tour. « Solange », dit Chloé formellement. « Voici Richard Simon. »« Richard, voici Solange, la mère de Thomas. » Richard a tendu la main, son visage un masque d'indifférence polie, comme si nous nous rencontrions en effet pour la première fois. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Madame Dubois. Chloé et Émile parlent beaucoup de vous. » J'ai serré brièvement sa main, me sentant comme dans un cauchemar surréaliste. Bienvenue chez nous. Ses yeux, les yeux de Robert, ont rencontré les miens un instant. Y avait-il une demande silencieuse de pardon? Ou était-ce juste mon imagination désespérée, cherchant un signe de remords? Thomas regardait Richard avec curiosité, mais sans reconnaissance. Pourquoi en aurait-il? La dernière fois qu'il avait clairement vu son père, Richard était affaibli par le cancer, bien plus mince et pâle que Robert ne l'avait jamais été. « Entrons », a-t-il finalement dit, brisant le moment tendu. Émile est impatient d'ouvrir ses cadeaux. L'après-midi s'est déroulé comme une pièce de théâtre où chacun jouait des rôles soigneusement répétés. Chloé, l'ex-femme cordiale. Thomas, l'ex-mari mature. Sophie, la nouvelle femme compréhensive. Richard, le nouveau petit ami poli. Moi, l'hôtesse accueillante. Seul Émile était authentique, se déplaçant entre nous tous avec l'énergie de ses 16 ans, ignorant la tension sous-jacente. À un moment donné, je me suis retrouvé seul dans la cuisine avec Richard. Il lavait quelques verres pendant que je rangeais les restes de nourriture. Le silence était assourdissant. « Vous allez bien ?» a-t-il finalement demandé, la voix basse pour que personne n'entende. « Quelle question absurde !» ai-je répondu sans le regarder. « Comment pourrais-je aller bien avec tout ça? Je sais que c'est difficile pour nous tous. Pour vous tous. » Je me suis retourné, incapable de contenir ma rage. Vous et Chloé avez choisi ça. Thomas, Émile et moi, nous essayons juste de survivre aux conséquences de vos choix. Il a baissé la tête. Vous avez raison. Je n'ai aucune excuse à offrir. Il a hésité, puis a continué. Mais je veux que vous sachiez que je prends bien soin de Chloé. Et d'Émile quand il est avec nous. Je sais que cela ne signifie rien pour vous. Mais j'essaie d'être un homme meilleur que mon frère ne l'a été. Vous n'avez pas vraiment connu Robert, ai-je répondu froidement. Vous ne savez pas quel genre d'homme il était. J'en sais assez. Ses yeux, les yeux de Robert, ont de nouveau rencontré les miens. Je sais qu'il vous a trahi, qu'il a trahi son propre fils. Je sais qu'il prévoyait de vous abandonner. Je sais qu'il n'appréciait pas ce qu'il avait. Et vous êtes si différent en vous impliquant avec la femme de votre neveu? Il n'a pas eu de réponse à cela. Nous sommes retournés en silence dans le salon où Émile ouvrait ses cadeaux avec enthousiasme. J'ai observé Thomas pendant cet après-midi, cherchant le moindre signe qu'il remarquait quelque chose d'étrange chez Richard. Mais il semblait sincèrement inconscient, traitant le nouveau partenaire de Chloé avec une distance polie, rien de plus. Quand la fête s'est terminée et que tout le monde se préparait à partir, Thomas a surpris tout le monde. « Chloé, Richard, pourriez-vous rester un peu plus longtemps? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter. » Mon cœur s'est emballé. Il savait. Il avait découvert d'une manière ou d'une autre.
Chloé semblait tout aussi alarmée. « Bien sûr, Thomas. Qu'est-ce qui se passe ?» Il a regardé Émile, qui discutait vivement avec Sophie de l'autre côté de la pièce. « C'est à propos d'Émile, de l'école en fait. J'ai reçu un appel du conseiller hier. » Le soulagement a été immédiat. C'était juste Émile, l'école. Rien sur Richard, sur les secrets, sur les trahisons passées. Alors que les trois discutaient des notes d'Émile, de ses projets pour l'université, de sa récente rébellion adolescente, j'ai observé Richard. Il était complètement à l'aise, donnant son avis sur l'éducation, la discipline, comme s'il avait tout à fait le droit de participer à ses décisions familiales, comme s'il faisait partie de la famille. Et puis quelque chose de terrible m'est venu à l'esprit. Il faisait partie de la famille. D'une manière tordue et perverse, Richard était aussi connecté à nous que n'importe qui. Le sang de Robert coulait dans ses veines. Il était l'oncle de Thomas, le grand-oncle d'Émile. Un Dubois, même s'il portait un autre nom de famille. Quand ils sont finalement partis, j'ai eu l'impression d'avoir survécu à une catastrophe naturelle, épuisée, tremblante, mais entière. Le petit ami de Chloé est un type correct, a commenté Thomas plus tard alors que nous rangions la maison. Plus âgé que ce que je pensais, mais il semble bien la traiter, elle et Émile. Ai-je répondu vaguement. C'est drôle, a-t-il continué. Il y a quelque chose de familier chez lui. Je n'arrive pas à savoir quoi. J'ai arrêté ce que je faisais, alarmé. Familier comment? Thomas a haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut être juste sa façon de parler. Ça me rappelle un peu papa. Oh, tu sais, tous les hommes d'un certain âge se ressemblent un peu dans leur façon de parler, ai-je répondu à la hâte. Surtout ceux de la campagne. Il a ri. Je suppose que oui. Quoi qu'il en soit, c'est bien de voir Chloé heureuse. Et c'est bien de voir qu'Émile s'adapte bien à toute la situation. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai réfléchi à l'étrange famille que nous étions devenus. Connectés non seulement par des liens de sang et de mariage, mais par des secrets, par des mensonges partagés, par des vérités enfouies. Richard et Chloé ne seraient jamais seulement l'ex de ma belle-fille et son nouveau petit ami. Ils étaient les gardiens d'une vérité qui pourrait détruire tout ce que Thomas et moi nous étions battus pour reconstruire après la trahison. Et moi, j'étais le seul pont entre ces deux mondes. La seule qui connaissait toute l'histoire, toute l'étendue de la trahison et des mensonges. La seule qui portait le poids de tous les secrets. C'était un lourd fardeau pour une femme de plus de 70 ans. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, cela me donnait aussi une sorte de pouvoir. Le pouvoir de protéger ma famille de la vérité cruelle, le pouvoir de permettre à Thomas et Émile de préserver leurs souvenirs intacts, le pouvoir de maintenir la paix fragile que nous avions construite sur les ruines de tant de trahisons. J'ai fermé les yeux, imaginant Robert. Le vrai Robert. Pas la version idéalisée que j'avais gardée pendant tant d'années, ni la version monstrueuse révélée par les découvertes récentes. Juste Robert, l'homme faillible et compliqué qui avait été mon mari, qui avait été le père de Thomas, qui avait commis des erreurs dévastatrices et était mort avant de pouvoir les corriger ou les aggraver. Repose en paix, ai-je murmuré dans l'obscurité. Qui que tu aies vraiment été. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus surpris. Ah, et n'oubliez pas de devenir membre pour avoir accès à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.